Alors l'autogreffe, comment ça marche? C'est une procédure qui s'adresse quasi exclusivement au domaine de l'oncohématologie et en particulier aux problèmes de lymphome et de myélome. Les patients qui sont porteurs de ces pathologies reçoivent des traitements qui sont très efficaces, mais dans certains cas, le risque de rechute reste important et c'est pour ces cas-là que l'autogreffe intervient. C'est en fait une procédure dite d'intensification thérapeutique avec support de cellules souches, c'est-à-dire que l'on va administrer au patient une forte dose de chimiothérapie qui va permettre d'éradiquer les cellules cancéreuses résiduelles, celles qui auraient pu faire le lit d'une rechute ultérieure. C'est donc une procédure qui est extrêmement intéressante, mais qui a également ses toxicités, puisque la chimiothérapie intensive n'est pas toxique que sur les cellules cancéreuses, mais elle va également faire baisser les globules de la moelle osseuse et du sang, ce qui va entraîner une situation dite d'aplasie, où tous les globules du sang sont bas. C'est une période de fragilité hématologique pour le patient, en particulier avec des risques infectieux qui imposent des précautions particulières telles que celles qu'on est à même de proposer dans l'unité de soins continus en hématologie que nous inaugurons aujourd'hui. Afin que cette période d'aplasie dure le moins longtemps possible, nous prenons soin préalablement à la forte dose de chimiothérapie de collecter des cellules souches de la moelle osseuse du patient afin de lui réinjecter juste après et ainsi lui permettre de régénérer sa moelle osseuse et ses globules du sang et pouvoir sortir rapidement d'aplasie et ainsi regagner son domicile. C'est toutefois une procédure qui est relativement longue et contraignante puisque ça bloque le patient à l'hôpital durant 3 à 4 semaines, mais c'est une procédure qui est excessivement efficace. L'activité d'hématologie pour les affections malignes est ancienne au Centre Antoine Lacassagne. Elle existait avant même la création de ce service qui date de 1981. Et nous avons commencé à faire les premières autogreffes dont on va vous parler plus tard. En 1983, nous étions un des premiers centres en France à réaliser cette technique très innovante à l'époque. Tout ça s'est fait de manière un petit peu informelle pendant un certain nombre d'années et a été concrétisé sous forme d'une unité protégée, une unité de soins continus d'hématologie, qui a ouvert en 1994 sous forme de 6 lits. L'activité a continué de croître, on est passé ensuite à 8 lits et maintenant nous passons à 10 lits. Ceci est justifié par la poursuite de l'augmentation de l'activité puisque nous réalisons à peu près 65 à 70 autogreffes par an et que nous prenons en charge une cinquantaine de patients avec des leucémies aiguës. Donc ces patients vont passer dans cette unité 3 à 4 semaines, ils vont être protégés, ils vont être pris en charge par une équipe très spécialisée avec des procédures tout à fait établies et ça permet d'optimiser tout à fait la prise en charge. Pour rentrer dans cette unité, l'accès est contrôlé par badge avec une sonnette et un sas de protection qui permet de filtrer les visites et les mouvements au sein de cette unité. Donc pour rentrer dans cette unité, nous sommes obligés d'utiliser des protections complémentaires pour nos patients. Dans le jargon médical, on appelle ça un isolement protecteur afin de protéger au mieux nos patients qui ont de très faibles défenses immunitaires puisque ce sont des patients atteints de leucémie aiguë, de lymphome ou de myélome en cours de traitement. Une charlotte et surtout une surblouse afin de les protéger du mieux possible. Un lavage de mains est nécessaire. Les consignes de protection respectées, on peut rentrer dans l'unité de soins continus en hématologie. Cette unité est composée de 10 lits répartis en 2 secteurs différents. C'est uniquement des chambres individuelles, bien sûr, puisque le patient ne peut pas être en contact avec d'autres patients. Par contre, les visites sont autorisées. Le patient peut avoir des visites de midi à 20 h tous les jours. La seule consigne à respecter, une personne à la fois dans les chambres. Et sinon, le principe de la chambre est une pression positive, c'est-à-dire que l'air est filtré, il tourne dans la chambre en pression positive. Quand on va activer la porte afin d'ouvrir la porte de la chambre du patient, la pression qu'on peut voir sur le pressiostat qui est là-haut va diminuer puisque l'air va justement souffler pour éviter cette baisse de pression. Devant chaque chambre, on a une boîte de masques afin de compléter notre isolement protecteur avec un masque qu'on applique bien sur le nez et la bouche et un nouveau lavage de mains avec une solution hydroalcoolique. Maintenant, on peut rentrer dans la chambre du patient.
Chaque chambre est équipée d'un vélo d'appartement afin que le patient puisse avoir une activité physique et ne pas rester inactif pendant la période d'hospitalisation. Pour ce qui est de la protection du patient au niveau de l'air, ça se passe essentiellement dans la machinerie qui se situe au-dessus du lit du patient avec de l'air filtré au-dessus de son lit qui diffuse dans toute la pièce. Le patient dispose également d'une salle de bain avec une douche et un espace toilette aménagé de façon à ce qu'il puisse circuler librement malgré la perfusion continue. Au niveau des parties communes, nous avons une tisanerie pour préparer les repas des patients, ainsi qu'une infirmerie. Au niveau des effectifs, dans cette unité, nous avons 2 infirmières et 2 aides-soignantes pour 10 patients, avec chacune un poste de travail et un espace dédié bureau et la salle de soins que nous venons de voir. La journée d'un patient hospitalisé au sein de l'unité de soins continus d'hématologie est rythmée par le passage des aides-soignants et des infirmiers entre les soins de nursing, les pansements, les pauses de chimiothérapie et d'éventuelles transfusions. Tous les matins, le médecin évalue l'état clinique du patient ainsi que l'évolution des bilans biologiques. Et nous proposons le passage du psychologue, de la sophrologue, de l'assistante sociale et de la socio-esthéticienne. En ce qui concerne l'alimentation, tout patient qui entre dans ce service se verra proposer une alimentation régime cuit, c'est-à-dire sans crudité et sans produits laitiers, afin de ne pas majorer le risque infectieux. Une diététicienne passe plusieurs fois par semaine afin d'évaluer avec le patient ses besoins et ses envies, car bon nombre d'entre eux auront des difficultés à s'alimenter et nous devons garantir une alimentation adaptée pour éviter une perte de poids trop importante durant de longues hospitalisations. L'équipe médicale a été très soucieuse de rompre l'isolement pour ces patients qui sont hospitalisés dans cette unité pour des durées longues de 3 à 5 semaines, dans une chambre dont ils ne peuvent pas sortir et où ils ne peuvent non plus ouvrir les fenêtres. Donc nous avons pu bénéficier il y a quelques années de la mise en place d'écrans multimédia qui offraient aux patients la télévision, les jeux, mais aussi Internet et surtout une webcam, ce qui leur permettait de communiquer avec des familles éloignées, des enfants en bas âge. Cet écran a vécu et nous avons pu, avec l'ouverture de cette unité, bénéficier de l'offre d'un iPad par chambre, leur permettant de surfer sur Internet et de pouvoir éventuellement communiquer avec tous les gens qui le souhaitent. Il y avait des données qui montraient que le maintien de l'activité physique chez les enfants atteints de cancer pouvait induire une amélioration de la qualité de vie. Donc fort de ces constatations, on avait candidaté pour le prix Laurette Fugain, qu'on avait gagné, qui nous avait permis d'acheter des vélos ergonomiques de façon à équiper toutes les chambres. Et puis petit à petit, on s'est aperçu d'abord que les patients devenaient demandeurs, qu'ils étaient de plus en plus intéressés. Donc dans un deuxième temps, on a été contacté par la CAMI, qui nous a dit, voilà, si vous voulez, on peut mettre à disposition un intervenant extérieur pour non seulement avoir ces vélos qui existaient déjà, mais également proposer un programme de réadaptation sportive. Ce qu'on sait maintenant, c'est que très probablement on guérit mieux et on guérit moins fatigué, on guérit en meilleure morale parce qu'on va maintenir cette activité physique, on va limiter la perte musculaire. En introduisant du sport, on introduit de la normalité dans la vie des patients et on introduit une activité qui est une activité logique, saine et habituelle.